Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on parle des professeurs d'art qui sont toxiques. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire de différentes manières, en vous abonnant à cette chaîne, en commentant, en likant, mais aussi en apportant votre soutien financier à travers la plateforme participative Tipeee. Je vous invite à aller voir la page correspondante, c'est dans les liens sous cette vidéo, et vous verrez que en échange de votre contribution, vous avez le droit à différentes contreparties. Et donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Sachez que votre soutien financier m'aide à continuer à vous proposer des rendez-vous et des vidéos de qualité. Les rendez-vous, c'est freestyle, le mardi soir de 18h30 à 19h, où il y a soit un mini-atelier, soit un sujet de réflexion dont on parle ensemble. Et puis, il y a ces vidéos aussi que je fais de temps en temps, un peu moins souvent qu'avant, parce que tout ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors maintenant, on arrive au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est les professeurs d'art qui sont toxiques. J'ai eu plusieurs témoignages d'amis, de personnes qui sont dans mon groupe des âmes créatives, qui m'ont parlé de comportements qui sont vraiment problématiques, des professeurs qui se montrent inutilement cruels, extrêmement durs, qui en arrivent parfois à faire pleurer des adultes. Alors, des professeurs toxiques, c'est particulièrement insupportable quand il s'agit d'enfants, mais c'est aussi insupportable quand il s'agit d'adultes, et surtout quand on veut se former pour une activité de plaisir, de loisir, pour un hobby, et même si on prend ça très sérieusement, on n'est pas là pour pleurer et on n'est pas là pour souffrir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça et de développer un peu les différents aspects en lien avec ce problème. Alors je ne sais pas si c'est une tradition spécifique à la France ou bien si c'est une tradition spécifique à certains domaines comme les beaux-arts, comme la danse, comme la musique, mais on remarque quand même que dans ces domaines-là, on croise souvent des professeurs qui pensent que la dureté, voire la cruauté, eh bien c'est une manière de forger le caractère de leurs élèves et donc c'est une attitude qu'ils adoptent assez facilement. On est aussi dans la croyance que la souffrance va produire de grands artistes, hein. Vous savez, le mythe de l'artiste qui souffre, c'est quelque chose qui a encore la vie dure, et on va le voir un peu plus loin, en fait, ça repose sur rien du tout et c'est même totalement faux. On a aussi les exemples hein, de différents films, par exemple, je pense à Whiplash ou à Black Swan, où on voit ce genre de professeurs se comporter de manière ignoble vis-à-vis de leurs élèves et on peut voir les effets que ça engendre. Alors, les arguments que ces professeurs utilisent facilement, c'est de dire « Ah ben si tu ne supportes pas mes critiques, tu n'es pas prête pour entrer dans le monde de l'art, pour supporter ce qui t'attend dans la suite de ton évolution ». C'est aussi des professeurs qui souvent ont été formés de cette façon et ça se retrouve dans le milieu artistique, mais ça se retrouve aussi beaucoup dans le milieu professionnel. Des gens qui ont été formés à la dure, on va dire à coups de bâton métaphoriques, mais qui n'en sont pas moins des coups de bâton, et qui, en fin de compte, ne remettent pas vraiment ça en cause, et poursuivent et appliquent les mêmes méthodes aux élèves dont ils ont la charge, en fait. Et ça, c'est aussi un problème de reproduction. En réalité, ce que ces professeurs confondent, c'est la résilience, la capacité à rebondir et l'endurance à subir des mauvais traitements, à subir une manière d'être qui heurte notre sensibilité, qui, en fin de compte, nous manque de respect et qui nous blesse profondément. Alors, d'où ça vient? Pourquoi certains professeurs se comportent de cette façon? Qu'est-ce qui se passe, en fait?
Eh bien, je pense qu'une des premières raisons, c'est une forme d'immaturité émotionnelle, tout simplement. Ces professeurs n'arrivent pas à gérer leurs émotions, n'arrivent pas à gérer la frustration, l'impatience, la déception, et au lieu d'apprendre à gérer leurs émotions, eh bien, ils les projettent sur leurs élèves, ils déversent sur eux leur frustration, leur insatisfaction, et de ce fait, les blessent. Ces professeurs peuvent aussi avoir des blessures narcissiques et se sentir en insécurité, dans le sens où peut-être qu'ils avaient des grands projets de carrière, qu'ils voulaient devenir de grands artistes reconnus et qu'ils n'ont pas pu le faire, et que pour eux, la voie de l'enseignement devient un peu une voie de garage, quelque chose qu'on fait par dépit et pas par passion. Et du coup, la frustration qu'ils ressentent de ne pas avoir atteint le but qu'ils s'étaient fixé, eh bien, vient aussi nourrir un comportement toxique vis-à-vis de leurs élèves. Ces professeurs qui sont dans une forme de blessure narcissique, eh bien, ils trouvent un moyen facile de se montrer supérieurs et de se faire croire qu'ils sont meilleurs que les autres en écrasant leurs élèves. Aussi, parfois, quand ils sont confrontés à des élèves qui sont doués, eh bien, ils peuvent voir ces élèves comme une menace et donc redoubler vis-à-vis d'eux de critiques extrêmement dures, de moqueries. Ces professeurs peuvent aussi être dans un besoin de contrôle et de domination. Et du coup, leur salle de classe devient un peu leur royaume, et les élèves deviennent leur sujet, et ils se croient autorisés à se comporter comme un seigneur qui viendrait maltraiter ses serfs. C'est aussi un manque de formation pédagogique, hein. C'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui dans les écoles, partout, qu'il y a des professeurs qui sont peut-être très doués techniquement, qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de compétences, mais qui ne sont pas du tout doués pour la pédagogie, qui n'ont pas de formation de base par rapport à la psychologie de l'enfant et psychologie de l'adulte, et donc leurs méthodes d'enseignement ne sont pas adaptées, sont complètement dépassées, et la croyance qu'un un brillant savoir technique va compenser une absence de pédagogie, eh bien, se révèle complètement fausse. On peut être très doué techniquement, mais n'avoir aucune capacité pour transmettre ça. Et c'est vrai que parmi mes proches, moi je connais quelqu'un qui a voulu aller prendre des cours de danse comme ça, et puis le professeur s'est moqué de lui, et du coup, ben, dès le premier cours, il a dit: «Si c'est comme ça, moi je m'en vais, j'arrête». C'est quelque chose qui peut arriver à tout moment et dans plein de situations, dans plein de domaines en fin de compte. Et il faut savoir que même si ce professeur a une grande compétence technique, même si vous pensez qu'effectivement il va pouvoir vous apprendre beaucoup de choses et vous aider à maîtriser à votre tour la technique du dessin, la technique de la peinture à l'huile, etc., eh bien rien ne justifie qu'il se comporte de manière cruelle, violente, désagréable, moqueuse vis-à-vis de vous. Je vous le disais, non seulement ces personnes ont un comportement problématique, mais en plus, la science aujourd'hui vient corroborer le fait que ce genre d'attitude est profondément nuisible à l'apprentissage. En effet, le cerveau qui est sous stress ne peut pas apprendre efficacement. Si vous avez été en classe avec un professeur qui vous terrorisait, eh bien, posez-vous la question: «Qu'est-ce que j'ai retenu de cette année de classe avec ce professeur?» Eh bien, à part la peur et la terreur, je pense que vous n'en aurez pas retenu grand-chose, parce que votre cerveau était tellement stressé par cette personne qu'il n'y avait pas de place pour les apprentissages. Quand on est en mode menace, quand on est menacé on se sent menacé par quelqu'un, le cortex
préfrontale, qui est la partie du cerveau qui est dédiée aux apprentissages, eh bien, elle est complètement inhibée. C'est le cerveau reptilien qui prend toute la place et on est en mode combat ou fuite, tout simplement, et donc on ne peut pas apprendre. C'est quelque chose qui se voit aussi avec les enfants qui subissent des violences dans leur famille. Eh bien, en général, ils ont aussi de profonds retards au niveau de l'apprentissage scolaire parce qu'ils ne sont pas disponibles pour apprendre. Pour apprendre, il faut être dans un contexte de sécurité psychologique et les études en neurosciences et en pédagogie le confirment. Il faut vraiment se sentir en sécurité. Il faut être avec quelqu'un qui nous permet justement de nous épanouir, d'essayer de différentes choses et d'échouer. En plus, on a découvert que le stress chronique détruit la créativité parce que la créativité, justement, elle nécessite de prendre des risques, de se confronter à l'échec, de se tromper, d'essayer. Comme l'enfant qui apprend à marcher, il se lève, il tombe, il se relève, il fait 3 pas, il retombe. Eh bien, tout le processus d'apprentissage, c'est comme ça. Et si on est dans un contexte de classe avec une personne qui, dès qu'on fait une erreur, dès qu'on échoue dans le plus petit truc, nous tombe dessus, eh bien, évidemment, on va pas prendre de risques. On va pas se désigner en quelque sorte comme cible en échouant ou en faisant des erreurs. Et donc, on se met à créer pour ne pas se faire engueuler. On se met à créer d'une manière conformiste. On se met à essayer de faire des choses dont on pense qu'elles vont plaire, et non pas des choses qui viennent de nous, qui viennent de nos tripes, qui viennent de notre être. Et donc, on se met à créer un art qui est conformiste, qui est inhibé, et qui est en fait sans personnalité et sans émotion. Ces méthodes d'enseignement font la confusion entre exigence et cruauté, en fait. L'exigence saine, ça pourrait être de dire, si on était en train de peindre, eh bien on pourrait dire, ben voilà, ton tableau, au niveau de la composition, il est un peu faible, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? Alors que la cruauté, ça va être de dire, c'est vraiment nul ce que tu as fait, tu n'as aucun talent, ton dessin, tu peux le déchirer et le mettre à la poubelle et passer à autre chose. Et donc, quand on est dans l'exigence, on est dans le souci du travail et on propose des solutions. Alors que quand on est dans la cruauté, eh bien, on attaque la personne et on détruit sans construire. À long terme, à quoi on aboutit quand on est confronté à ce genre de situation? Eh bien, c'est qu'on a un syndrome de l'imposteur qui va s'activer, hein, qui va être renforcé. On va être dans une anxiété de performance qui va nous paralyser parce qu'on a peur de rater, on a peur d'échouer. Et donc, on préfère ne pas tenter quoi que ce soit, on préfère aller vers quelque chose qu'on sait déjà faire, qui est connu, ou qui va être reconnu par le professeur, et on n'est pas dans une expression vraie, singulière, authentique. On peut aussi abandonner tout simplement la pratique, et c'est ce qu'une des personnes qui me parlait d'un de ses professeurs relatait, c'est qu'en fin de compte, au cours de l'année, non seulement il y a des adultes qui se mettent à pleurer, mais il y a des adultes qui partent en claquant la porte, et donc qui renoncent à apprendre, qui renoncent à faire ce qu'ils voulaient, ou alors qui vont aller voir ailleurs. Mais bon, c'est quand même une blessure à la base. Et puis, on risque aussi d'être dans une reproduction du schéma, c'est-à-dire que si on a été formé comme ça, eh bien, on va à son tour appliquer les mêmes méthodes parce qu'on croit qu'elles sont bonnes, parce qu'on croit que c'est cela qu'il faut faire. Ces professeurs détruisent les talents au lieu de les révéler, alors que leur job, ce serait justement de nourrir l'inspiration, de donner de l'énergie créatrice à leurs élèves, et ils échouent complètement, et ils sont complètement à côté de la plaque. Et donc, on peut dire que l'art dans son ensemble s'appauvrit à cause de cette violence de quelques-uns qui vont décourager les élèves, qui vont les inhiber et qui vont en fin de compte ralentir leur progression parce qu'ils sont dans un tel climat de stress qu'ils ne peuvent pas apprendre. Et donc, maintenant qu'on a décortiqué un peu ce comportement et qu'on a compris un peu mieux d'où il venait, eh bien, on va voir comment le reconnaître concrètement. Alors, j'ai là une liste de comportements problématiques
qui, si vous les rencontrez, vous allez pouvoir facilement les identifier et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous aviez des doutes, parce que les gens qui se comportent comme ça sont aussi souvent assez manipulateurs. Ils vont souffler le chaud et le froid, et du coup, quelquefois, on est dans la confusion. On se dit, mais c'est moi qui ai un problème, ou bien il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc parmi, ces comportements problématiques, il y a les moqueries et l'humiliation publique. Et ça, moi, j'ai une personne dans mon groupe qui m'en avait parlé au cours de stages qu'elle avait fait avec, certaines personnes. Eh bien, elle devenait la cible de ces moqueries et elle était humiliée publiquement au moment des repas ou au moment des sessions de formation. Les attaques personnelles, c'est-à-dire que le professeur qui est problématique va s'attaquer à votre personne plutôt qu'à votre travail. Les comparaisons toxiques, alors là, on vous met en compétition avec d'autres élèves, on vous dit: «Ah mais regarde machin comme il a bien fait, comme il a bien fait son dessin, lui il a tout compris. Toi par contre, on dirait que tu as vraiment du mal, hein, ça a l'air difficile pour toi, hein». Voilà, ça c'est ce genre de choses, c'est problématique. La manipulation émotionnelle, je vous le disais, alterner entre, des moments de cruauté et puis des moments de validation, et comme ça on est toujours, on danse d'un pied sur l'autre, on ne sait jamais où on en est et on passe son temps à mettre en doute ce qu'on ressent en fin de compte. Et ça c'est quelque chose qui se produit aussi, dans les relations interpersonnelles avec d'autres personnes, avec des amis, les relations conjugales, et cetera. L'absence de feedback constructif, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a une critique, mais le professeur n'apporte pas de solution, n'explique pas comment on pourrait améliorer, comment on pourrait faire différemment. Et bon, ben, il est pourtant là pour ça. Et puis, franchissement de limites, hein, comportement inapproprié, je ne sais pas, prendre votre dessin, le déchirer et le mettre à la poubelle. Prenez essayer d'avoir une espèce d'attitude comme ça, forte et symbolique pour vous faire comprendre quelque chose. Et en fin de compte, c'est complètement abusif. Et donc c'est important de bien comprendre que, un bon professeur exigeant, eh bien, il va vous aider à à sortir de votre zone de confort. Il va critiquer votre travail, mais critiquer dans le sens où il va vous montrer comment vous pourriez l'améliorer, pas critiquer, pour vous descendre en flammes. Il va proposer des solutions et puis surtout, il va être respectueux de votre personne, du niveau où vous en êtes, de votre avancée, de vos capacités, du temps que vous pouvez y consacrer, et cetera. Tout le monde n'est pas égal, dans l'apprentissage. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps, il y en a d'autres qui ont moins, donc forcément, il y en a qui progressent vite et d'autres qui progressent un petit peu moins vite. Par contre, un professeur toxique, lui, il humilie, il attaque la personne, il jouit de son pouvoir et il ne construit rien. Voilà. Alors maintenant, on va, voir ensemble comment on peut se protéger, comment on peut essayer de sortir de cette situation. Et vous le verrez, il y a différentes possibilités. Alors la première chose à faire, c'est de valider ce que vous ressentez. Ce qui peut se produire, c'est que quelquefois, vous êtes dans une situation comme ça avec quelqu'un qui se comporte de manière toxique. Et puis, votre mental va dire quelque chose et votre corps va dire autre chose. Votre corps va dire: «Je me sens pas bien là, j'ai envie de partir, j'ai envie de remballer mes affaires et j'ai envie de rentrer chez moi». Votre tête va dire: «Ah, mais c'est un bon professeur, elle a vraiment des bonnes compétences techniques, elle va m'apprendre plein de choses. Il faut que je tienne bon, il faut que j'endure, il faut que je reste là, il faut que je sois patiente, peut-être que ça va s'améliorer», et cetera. Dans ces cas-là, eh bien, la première chose à faire, c'est d'écouter votre corps parce que le corps ne ment pas. Si votre corps vous dit: «Je ne suis pas bien là», c'est que votre système nerveux est activé, ça veut dire que vous vous sentez en danger d'une certaine manière. Alors peut-être pas un danger physique, mais un danger psychologique. Et ça doit suffire pour vous alerter et vous dire de prendre des mesures pour sortir de ce mal-être en fait, de ce malaise. Et donc c'est important de vous dire que vous n'êtes pas trop sensible, que le problème ne vient pas de vous, mais que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un comportement problématique. Ensuite, c'est important de distinguer, comment dire? La critique du travail de l'attaque personnelle. Est-ce que le professeur, a
vous a fait des commentaires en lien avec ce que vous aviez fait ou bien en lien avec ce que vous êtes. En vous disant par exemple: «Ah mais tu es lente, tu n'avances pas, tu as vraiment une mauvaise perception des proportions». Voilà, ça c'est des attaques personnelles. Si on vous dit: «Bah écoute, ton dessin il est un petit peu bancal là, peut-être que, il faudrait penser à le refaire, qu'est-ce que tu peux changer? Ta composition, elle est un peu faible, tu peux peut-être revoir ton travail sur les valeurs». Voilà, ça c'est des choses qui aident, c'est pas des attaques personnelles, c'est des choses qui sont en lien avec ce que vous avez créé, ce que vous avez produit. Il y a une chose qui est vraiment importante à se rappeler, c'est que les personnes, qui se comportent comme ça, en fin de compte, ça en dit plus long sur elles que sur vous. C'est ce que ça dit de leur comportement, de leur manière de voir les autres, de voir les gens, de considérer, les personnes qui sont en face d'elles. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, si vous êtes dans le cadre d'un cours, collectif, c'est d'en discuter avec les autres élèves, de dire: «Mais attends, tu vu comment elle m'a parlé? Tu trouves ça normal?» Ou bien de dire: «Tu vu comment elle a parlé à tel autre? Mais ça va pas, normalement on s'adresse pas comme ça aux gens, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Et le fait d'en parler, collectivement, ça va vous aider à valider justement vos ressentis. Et puis, eh bien, je vous le disais, au début de ce chapitre, c'est au bout du compte, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut confronter, la personne qu'on a en face de toi, le professeur toxique, ou bien est-ce qu'il faut tout simplement partir? Alors, dans certains cas, on peut nommer clairement ce qui pose problème. On peut dire, «Bah, là, je trouve que tu m'as fait une remarque qui est plus humiliante que constructive». Et en disant ça à cette personne, on va voir un peu, on va lui dire notre ressenti et puis on va voir comment elle réagit. C'est important, de sentir un peu la est-ce qu'on peut le faire ou pas? Je veux dire, moi je pense qu'on peut le faire dans toute situation, mais il faut faire attention au retour de bâton. C'est-à-dire que si on dit ça à quelqu'un, à une personne qui est très narcissique, très toxique, elle risque d'avoir une réaction très violente et puis de vous balancer encore des choses qui vont être encore plus blessantes. Et donc là, c'est pas forcément une bonne solution en fin de compte. Il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Bah, l'autre solution, c'est tout simplement de dire: «Moi, ça ne me convient pas, je m'en vais, je ne veux pas apprendre dans ces conditions-là et de toute façon, je n'apprends pas bien dans ces conditions-là» et de demander le remboursement de votre année, de vos cours et cetera. Si, c'est une personne qui intervient dans le cadre d'une administration, eh bien d'aller en parler aussi et de dire: «Bah, voilà, il y a un problème. Il y a un professeur qui, ne fait pas bien son travail», parce que son travail, c'est d'enseigner sa matière, mais c'est aussi de faire preuve de pédagogie. Et puis, au final, si on en arrive là, eh bien, c'est important de rester connecté à sa motivation intrinsèque, de pas claquer la porte en se disant: «Pour moi, c'est fini, plus jamais je toucherai un pinceau, plus jamais je toucherai mon instrument de musique, c'est fini, je veux plus en entendre parler». Non, il faut rester connecté à ce qui a initié votre envie d'apprendre en fin de compte et à votre envie de faire de l'art et c'est ça qui va vous permettre de trouver sans doute un cadre qui sera plus propice, où vous vous sentirez mieux et vous pourrez mieux apprendre. Alors, pour conclure, eh bien, moi, je vais prêcher un peu pour ma chapelle parce que, vous le savez, j'anime un groupe de peinture qui s'appelle Les âmes créatives et depuis le début, pour moi, dans ce groupe, la bienveillance, c'est une valeur fondamentale. Je vois mes élèves évoluer et je vois que, en fin de compte, les solutions, elles les ont. Il faut juste leur laisser le temps de les découvrir. Je peux les aider, je peux leur, suggérer des améliorations, je peux les aider à voir les choses d'un œil différent. Mais en fin de compte, si on va, vers un art personnel singulier, comme j'essaye de les encourager à le faire, eh bien, on a les réponses en soi. On sait vers quoi on a envie d'aller. On sait ce qui nous passionne, on sait ce qui nous motive, on sait ce qu'on a envie de laisser sortir de soi. C'est juste qu'au début, on tâtonne un peu parce qu'on ne trouve pas forcément la forme, idéale. Il y a plein de choses à notre disposition et on ne sait pas forcément quoi choisir. Mais très franchement, si on est dans un cadre sécurisant, et moi je prends souvent l'image de la pépinière en fait, hein, ce groupe de peinture, c'est une pépinière dans laquelle on vient
pour un temps donné, hein, on ne va pas y rester toute la vie, mais c'est le moment où on va planter ces graines créatives dans des godets et on est à l'abri, on est dans une atmosphère chaleureuse, on est protégé du regard des autres, des critiques qui pourraient arriver trop tôt et être blessantes, et on a le temps d'essayer, de se tromper, de tâtonner, d'échouer, de recommencer. Et ça, c'est vraiment important de créer un espace où on peut faire ça, où on peut se laisser la liberté d'être soi-même, avec ses capacités, avec son savoir, avec sa marge de manœuvre aussi, parce qu'on arrive, on va forcément évoluer, on va forcément grandir en quelque sorte dans la matière qu'on a choisie. Et c'est vraiment important d'être dans un contexte qui le permet. Et donc, pour moi, la bienveillance, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, eh bien, ça reste une valeur fondamentale. Et l'autre valeur fondamentale que j'essaye de mettre en pratique aussi, c'est la liberté. C'est-à-dire que quand je propose quelque chose, on peut suivre ce que je propose, mais on peut ne pas suivre, on peut faire autrement, on peut choisir une variante, on peut faire d'une autre façon, ou on peut dire, bah non, moi, ça ne m'intéresse pas de faire comme ça, je préférerais plutôt faire autre chose. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le propager, d'en parler, de le dire, et que ça fasse un peu tache d'huile pour que peu à peu, ces situations où on se retrouve face à des professeurs qui sont malveillants en fin de compte, hein, et qui ont des problèmes personnels mais qui n'ont pas eu le courage de les régler, eh bien pour que ces gens-là, peu à peu, soient contraints soit de changer d'attitude, soit d'arrêter d'enseigner tout simplement, parce que ils ne font pas bien leur travail, il faut le dire clairement, ils ne font pas bien ce pourquoi ils sont là, en fin de compte. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes dans cette situation-là, à voir que c'est pas normal et qu'il y a des solutions, mais aussi peut-être qu'elle vous aidera à apporter de l'aide et du soutien à des personnes qui peuvent rencontrer ce genre de choses, et à les accompagner dans une forme de libération par rapport à ça, et les encourager à ne pas subir, à ne pas endurer. Voilà, c'est vraiment important. On a le droit d'apprendre à peindre, à faire de la musique, tout en étant respecté. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à dire et à répéter, parce que ça va de soi, hein, tout simplement. Voilà. On n'a pas à renoncer à son être, on n'a pas à s'écraser juste parce qu'on a envie d'apprendre quelque chose. Si vous avez vécu des situations de ce genre, eh bien, je vous invite à en parler dans les commentaires. Et puis, si vous avez envie de découvrir ma pépinière créative qui s'appelle Les âmes créatives, eh bien, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et en vous rendant sur mon site, vous aurez toutes les informations nécessaires et vous pourrez éventuellement nous rejoindre si vous en avez envie. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à transmettre cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin, parce que je crois que c'est vraiment important d'évoquer ce sujet qui n'est pas souvent évoqué. Et souvent, on se contente de subir dans le silence, d'endurer, de faire un peu le dos rond. Et je pense que c'est vraiment pas une bonne solution, parce que ça conforte les personnes qui sont toxiques dans leur attitude, et ça permet que ça se propage et que ça continue. Et vraiment, moi, je crois qu'il faut arrêter ça. Voilà. Alors, commentez, rejoignez-moi si vous en avez envie, et puis à bientôt.